Cette bataille entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton, c'est ce que j'aimerais appeler les pasta rules. Du roue contre roue, du croisé, du décroisé et surtout un pit wall qui n'intervient pas. Oui, hier j'ai pris beaucoup de plaisir en regardant cette bataille en piste, comme d'autres d'ailleurs qu'on a eu pendant ce Grand Prix de Chine. Et on a enfin retrouvé le Lewis Hamilton qu'on a connu, combatif, intelligent dans son positionnement en piste, qui ne s'avoue pas vaincu, et face à Charles Leclerc, rien n'a été facile, au contraire, il lui en a donné pour son argent. Mais cette bataille sur un circuit qui est à l'opposé du spectre au niveau de la gestion de l'énergie par rapport à l'Australie nous a aussi donné une preuve. Malgré des moteurs qui sont à chier et à bout de souffle en une seule ligne droite, la réglementation châssis permet aux pilotes de s'exprimer véritablement. Quand bien même, la réglementation châssis n'est qu'un immense pansement qui a été fait pour soulager le moteur, et il faut bien le rappeler. Mais la vraie question que je me pose, c'est est-ce que cette bataille interne chez Ferrari va continuer? Et si oui, jusqu'à quand? Est-ce qu'on manque pas de petits copains du même calibre pour venir nous pimenter un petit peu le tout? Oui, c'est vous que je regarde McLaren, vous nous avez laissé tomber ce week-end. Bienvenue dans Recharge, votre nouveau format qui revient sur un événement des Grands Prix de Formule 1 en 2026. Bon alors d'abord, qu'est-ce que ça fait plaisir de retrouver un Lewis Hamilton en forme, combatif, qui va de l'avant et surtout qui est positif. Il monte pour la première fois sur un podium de Grand Prix avec la combinaison rouge et met fin à cette disette en tant que pilote Ferrari. Il conserve quand même cette stat du pilote qui aura mis le plus de temps à monter sur un podium dans l'histoire de l'écurie, mais comme nous l'a montré Nico Hülkenberg, mieux vaut tard que jamais. Et je vous avoue que j'ai été finalement plus touché par le podium de Lewis Hamilton que la victoire d'Antonelli, et ce pour deux raisons. Je suis hyper content pour Antonelli, j'ai été touché évidemment par ses larmes de joie, mais premièrement, une victoire d'Antonelli cette année, c'est très loin d'être une surprise, vu qu'il a la meilleure voiture du plateau et très peu d'opposants entre guillemets à part George Russell. Deuxième raison, c'est la surmédiatisation depuis quelques années et le fait qu'on nous le vende comme un prodige générationnel qui a un peu coupé mon émotion de waouh. Pareil, on m'a habitué entre guillemets à ce que ce soit normal qu'il performe. Donc du coup, je suis un peu moins surpris. Alors que dans le temps, et pour vous expliquer que ce soit un petit peu générationnel entre guillemets, des Vettel et des Hamilton par exemple, moi je les ai découverts beaucoup plus directement en Formule 1 parce que toutes les catégories juniors étaient peut-être un petit peu moins médiatisées qu'aujourd'hui et qu'aujourd'hui on est dans une surmédiatisation en termes de monde, je parle au global, tu vois. Ceci étant dit, ça ne remet évidemment pas du tout en question la prouesse de gagner un Grand Prix aussi jeune dès sa deuxième saison, donc bravo Antonelli. Bref, du coup, retour à Lewis Hamilton qui, je trouve, a été légèrement au-dessus de Charles Leclerc sur l'ensemble de ce week-end. En plus, c'est un week-end sprint, donc du coup, je trouve que c'est plus complexe de tout mettre bout à bout et le Britannique y est parvenu. La question maintenant, c'est est-ce qu'il va pouvoir continuer à répliquer ce genre de week-end? Ça s'est bien passé en Australie, ça s'est bien passé là. On attend le Japon. Alors, je sais pas si l'Anglais comprend mieux la manière de rouler ses voitures que Charles, qui a encore besoin de s'adapter, notamment en qualif, sur la manière d'aller chercher du temps autour. D'ailleurs, Lewis Hamilton et Ferrari, peut-être même Charles Leclerc, avaient revu le déploiement de la batterie pour la qualification pour sacrifier un petit peu les secteurs 1 et 2 et pousser un peu plus fort sur la ligne droite de retour parce que ils ont repéré que c'est comme ça qu'ils gagnaient quand même quelques dixièmes. La sprint race a été aussi une belle preuve de combativité d'Hamilton et montre aussi que les pilotes et les écuries sont toujours en découverte sur comment gérer un premier relais avec ces voitures. Alors du coup, attaquer à fond, c'est bien, tu prends le lead de la course, mais en poussant un peu trop, tu vides la batterie nécessairement. Et surtout, nouvelle donnée qu'on avait très peu pris en compte jusqu'à présent en piste, tu flingues les pneus si jamais tu ne les as pas bien mis en route. Gros graining, merci, au revoir. Et ça, on l'avait moins vu en Australie. Bref, j'en arrive à mon deuxième point, la bataille en piste façon pasta rules. Alors, on n'a jamais vu autant les Ferrari se chamailler sur un week-end de Grand Prix et entendre des pilotes à la radio et dans le carré des interviews dire qu'ils ont kiffé leur bataille, même s'il y a eu un petit contact roue contre roue, c'est génial. Agressif mais fair play, c'est tout ce que l'on veut. Pasta rules. Bon, mais du coup, cette belle bataille, bien qu'elle nous ait régalé sportivement parlant, elle a eu l'incidence de laisser partir Antonelli vers la victoire. Ceci étant dit, même s'il n'y avait pas eu de bataille entre les rouges, le rythme des Ferrari se compte à grands coups de 6 dixièmes par tour en course vis-à-vis des Mercedes, avec ce qu'il apparaît comme une plus forte dégradation sur les pneus pour la Scuderia. Donc non, Ferrari n'aurait pas pu gagner, même s'ils avaient pu optimiser un peu mieux leur exécution de la course, donc du coup sans bataille entre guillemets. Je pense même pas que stratégiquement ils auraient pu contraindre les Mercedes à quoi que ce soit, donc à la place on a eu de la bataille et merci. Merci de ne pas être interdit
intervenu et d'avoir fait confiance au pilote, même si ça a dû donner quelques cheveux blancs supplémentaires à Fred Vasseur. Il va y avoir un nouveau package pour après avril, vu que les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite n'auront pas lieu en avril. C'est la terminologie employée par la Formule 1. Je suppose que c'est pour éviter de dire annuler. Ça doit être un truc contractuel d'avocat, ça. Mais Ferrari doit bosser la dégradation des pneus de sa voiture. J'aime à penser qu'avec les batailles qu'ils ont fait, ça a aggravé le phénomène, mais plus d'appui les aiderait à réduire cette dégradation. Donc, on verra bien en fonction des packages aéros qu'ils vont apporter. Je vous ai dit la semaine dernière qu'en Chine, on reviendrait à une Formule 1 plus habituelle, dans le sens où les manières de recharger allaient rendre les voitures plus normales à piloter en qualif et en course. Et on est arrivé à revenir effectivement à un comportement un peu plus naturel des voitures, malgré quand même du super clipping en bout de ligne droite là, mais loin d'être aussi violent que celui de Melbourne. Mais la bonne nouvelle, c'est surtout qu'on a gardé les batailles en piste. Et du coup, je pense que le règlement châssis, même s'il a été conçu pour aider un moteur catastrophique, a finalement aidé les pilotes à montrer un petit peu plus l'étendue de leur talent que sur la réglementation précédente avec des bateaux sensationnels. J'ai retrouvé des comportements plus agiles, pas autant qu'en 2010 par exemple, mais à l'œil nu ça se voit que les pilotes ont de quoi être un peu plus incisifs sur leurs manœuvres et ça franchement c'est génial. D'ailleurs ça s'est vu dans le midfield aussi, avec les grosses batailles entre Alpine et Haas par exemple, ou même avec les Racing Bulls. On peut même mettre les Red Bull dedans d'ailleurs si on veut. On en reparlera bien assez tôt dans la saison. Le facteur limitant qui était les pneus en surchauffe totale et le dirty air est pas spécialement un problème. Pour le moment, les pilotes peuvent attaquer plusieurs tours de suite sans trop compromettre les pneus directement, même si on a vu du graining pendant la sprint. Je crois pas qu'on en ait vu pendant le Grand Prix dimanche, du moins peut-être pas aussi violemment. Le dirty air, faut qu'on en profite aujourd'hui parce que tôt ou tard, avec le développement effectué par les ingénieurs, ça risque de revenir à un moment donné ou un autre. Alors d'ailleurs, soit dit en passant, tout le monde crache sur la réglementation 2022 de Formule 1 en disant que c'était catastrophique et qu'aujourd'hui c'est mieux, machin, et que tant mieux, ceci, cela. J'aimerais juste rappeler que les 2 premiers Grands Prix, tout le monde s'astiquait le manche sur une bataille roue contre roue sans dirty air entre Charles Leclerc et Max Verstappen et sans trop de problèmes de pneus, et il n'y avait pas de gestion d'énergie ou quoi que ce soit, juste de l'intelligence de positionnement avec en tant qu'arme le jouet qui était le DRS. Bon après cette réglementation c'est devenu de la merde, mais ça c'est un autre problème. Bref, le seul problème qui réside toujours aujourd'hui pour moi, c'est le manque d'informations sur la batterie, ça je vous l'ai dit, même si de temps en temps on a les infos, c'est, je trouve, toujours mal foutu pour comprendre et ça enlève la compréhension de cette gestion. Et encore une fois, je n'ai rien contre la gestion, il y en a toujours eu dans le sport automobile, que ce soit du temps de Fangio, de Lauda ou même de Schumacher. Mais comprendre ce que le pilote gère, c'est redonner la bonne compréhension pour nous et faire la différence entre un dépassement sans bataille entre guillemets et un dépassement où ça dure 3 tours. D'ailleurs, en parlant de gestion, je réitère encore une fois, mais l'overtake mode sert strictement à rien, ni même le boost en l'état actuel aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on n'a aucune info, sauf une fois de temps en temps, mais franchement, on voit aucune différence en piste derrière. Après, sûrement que sur la télémétrie, les ingénieurs doivent voir la différence et peut-être que les pilotes doivent aussi la ressentir, mais franchement, j'ai pas l'impression que ce soit très très utile, encore une fois, en l'état aujourd'hui. En revanche, par exemple, et je vous en ai déjà parlé, mais obliger le pilote à user le boost au lieu de laisser la voiture choisir quand il faut déployer l'énergie, ça me paraît beaucoup plus intéressant et pour eux et pour nous, car là, c'est plus le pilote qui ferait la différence et un petit peu moins la voiture et on reviendrait à quelque chose un petit peu comme le KERS. Je pense que je suis juste en train de vous dire depuis 2-3 vidéos que revenons aux années 2010, voiture petite et agile, un bon gros V8, un bon petit KERS et on rigole. En fait, c'est juste, je suis un vieux con, mais un vieux con des années 2010, tu vois. Pour terminer, la question de cette vidéo que je veux vous poser, c'est est-ce que ça peut continuer ? Parce que là, Charles Leclerc est sincèrement heureux de voir Lewis Hamilton monter sur le podium, il l'a dit, on le comprend, il n'y a pas de souci, c'est la bonne entente, on dit à la radio que la bataille est top, même si, attention, de temps en temps, ça vient un petit peu se plaindre à la radio parce que ça laisse pas assez de place, mais bon, rien de fou globalement. Mais il va arriver un moment où, si les 2 pilotes continuent de se croiser en piste, on verra sûrement des consignes arriver. Le plus tard possible, je l'espère évidemment, mais pour le coup, je trouve qu'il y a 2 possibilités. La première, c'est soit les McLaren arrivent à prendre le départ et ils n'ont pas une trop mauvaise voiture pour venir titiller Ferrari et donc s'il y a bataille, il faudra être prêt à être stratégique face aux papayes. Cette possibilité, pour le moment, c'est pas celle qui va inquiéter le plus Ferrari, je dis bien pour le moment, dans un avenir proche, mais
On en reparlera peut-être à la fin du premier tiers de saison qui va vite arriver au final. Aujourd'hui, les Rouges sont vraiment dans un no man's land assez incroyable. L'écart avec les meilleurs des autres est aussi grand que celui qu'ils ont avec Mercedes. Il y a 0,6 de retard sur Mercedes et 0,6 d'avance sur Alpine et As, par exemple, un grossièrement. Mais McLaren doit être présent. Et pour ce qui est de Red Bull, j'ai l'impression que la voiture n'est finalement peut-être pas la 4e force du plateau. À voir au Japon pour confirmer ça et sur d'autres circuits encore une fois. L'autre possibilité, la deuxième, c'est d'intervenir avant si possible, mais ça se passe généralement après, le contact de trop. À ce moment-là, le team principal vient, siffle la fin de la récré pour recadrer un petit peu les égos qui ont commencé à prendre un petit peu trop de place, surtout chez Ferrari. Et à mon avis, si jamais il y a contact et que ça se finit dans un bac, il n'y a pas que le team principal qui va venir gueuler, il y a aussi John Elkann. Alors, je sais pas si ça peut aller jusqu'au crash entre Hamilton et Leclerc, je pense pas. Je pense que les deux sont probablement ceux qui ont tous les moyens et l'expérience nécessaire pour que ça se finisse pas dans le bac. Mais bon, on sait jamais, on est en Formule 1. Bref, c'est ce que l'on appellerait le divertissement, celui dont on a été en partie privé l'année dernière par McLaren pour plein de raisons entendables, mais est-ce que l'on vient regarder un divertissement ou est-ce qu'on vient regarder un sport? Pour Max Verstappen, ce n'est pas de la course automobile, ou encore moins de la Formule 1 en tout cas, et beaucoup disent que c'est parce que, Max, tu gagnes pas et donc voilà. Seulement, c'est mal connaître le néerlandais parce qu'il avait prévenu en 2023 que les règles allaient être mauvaises, au moment où il était en train d'écraser littéralement la Formule 1. Et aujourd'hui, il maintient toujours ses propos et je vous avais parlé de lui et de comment il agit justement dans cette vidéo. Max Verstappen est un miroir. Il révèle ce que l'on n'ose plus être, ce que l'on n'arrive plus à être vraiment sincère avec nous-mêmes, authentique. Car on porte aujourd'hui le poids du regard des autres, non plus seulement dans la réalité, mais beaucoup plus sur les réseaux sociaux.